Jean Giono, la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. Les signes de l'esclavage. Déjà, vous vous apercevez que cette vie n'est pas exactement la vôtre. C'est bougrement social, au contraire, dites-vous. Et ce n'est pas le premier venu qui peut décider du prix du blé. Il en faut des assemblées et des assemblées, et il faut que tout ça soit renseigné par des ambassades, des télégraphes, des calculateurs, pour savoir combien de quintaux on a récolté cette année en Ukraine, en Pologne, ou en Italie, ou n'importe où. C'est ça qui décide le prix de mon blé, un peu en retard cette année, mais très beau sur le plateau de Revest-sur-Bion en France. Et encore, c'est le social qui décide si j'ai le droit de donner mon blé aux poules, ou si je dois me le faire peindre en bleu, ou si on va en faire de l'alcool pour faire marcher les autos, et elles ne marchent pas, pour faire marcher les tanks alors, et cela marche. Ce n'est plus possible de n'avoir qu'à vivre quand il faut savoir si on gagne ou si on ne gagne pas, si on gagne ou on perd, si on ira à la banque prendre des bons de la défense nationale ou si l'huissier viendra. Pourtant, vous avez des machines, oh, je sais le cas que vous en faites, mais vous ne pouvez pas dire que la technique ne vous a pas offert son bonheur. Pourtant, vous avez réclamé en disant qu'on ne s'occupait pas de vous. On, c'est le gouvernement. Et vous vous trompiez, on s'occupait déjà de vous. On vous a fait faire la dernière guerre et vous n'avez rien dit contre. C'est donc de cette façon que vous vouliez qu'on s'occupe de vous. Eh bien, ne vous inquiétez pas, on va maintenant s'occuper en plein de vous. Tout à l'heure, nous verrons clairement pourquoi vous avez eu ainsi besoin, et vrai besoin, qu'on s'occupe de vous, comme de petits enfants qui ne savent pas encore bien comment faire, ou comme des infirmes qui sont sujets de tout. Cependant, il ne s'agit pas d'être très vieux pour savoir que j'ai raison, et que la vie du paysan c'était ça. Et si on entend parler au passé, ça ne date pas de si longtemps. Les hommes, de mon âge seulement, ça fait 43 ans, se souviennent de la ferme de leur père, et dans quelle situation étaient le paysan et la famille paysanne en 1914, au moment où le social s'est dit « Allons, tentons le coup, utilisons-les à notre usage, nous verrons bien ce qu'ils diront. » Et le social a vu. Les paysans se sont laissés faire, sans rien dire. Il est plus facile de croire à l'héroïsme social que de conformer sa vie aux exigences terribles de l'héroïsme individuel. Depuis, vous savez ce que vous êtes devenus. Mais à cette époque, gens de mon âge, souvenez-vous des moissons et des récoltes, et de l'élevage des vers à soie, par exemple, dans les vallées de la Durance, et des fêtes dont les champs étaient le théâtre. Je peux, sans crainte d'être démenti, m'adresser à la paysannerie internationale, allemande, italienne, russe, suisse, norvégienne, américaine même. Elles ont toutes les mêmes souvenirs. Souvenez-vous de la sorte de magie, de la poésie, c'était le mot, et je ne crains pas qu'on rigole. Seuls les sociaux peuvent en rire, et de cela je m'en fous, mais vous comprendrez ce que je veux dire qui habitiez les champs. Le paysan savait être en fête. Ainsi déjà, entre deux générations moyennes, vous pouvez faire le compte de ce que vous avez perdu. Le pauvre homme des villes est un paysan qui a tout perdu. Il y avait une aisance de geste et de vie. Il n'y avait à ce moment-là aucun des nouveaux sens que les temps modernes et les partis politiques modernes ont donné à ces mots d'aisance et d'abondance. À côté de l'aisance de ces temps passés, les temps modernes ont créé une aisance qui ne peut rendre service au corps des hommes qu'à travers la monnaie. Et pour l'abondance, c'est pareil. Les politiques vont encore m'accuser de vouloir revenir au Moyen-Âge. Laissons les politiques, ils n'ont que l'importance qu'ils se donnent. Il n'est pas question de Moyen-Âge ici, il n'est question que de liberté. Ils vont vraiment à la fin nous faire croire que c'est l'aspect de cette liberté qui les rend tout de suite de mauvaise foi, tant ils la détestent. L'aisance et l'abondance de ces temps passés, qui ont aux yeux des politiques le grand tort d'avoir vécu en dehors de leur doctrine et comme, malgré elle, étaient purement et pleinement corporelles. La monnaie n'exerçait sur elle aucun contrôle. C'était le temps où l'on donnait beaucoup. Je suis obligé d'expliquer, et c'est grave. Comprenez-vous combien c'est grave d'être obligé d'expliquer ça? On donnait abondamment aux uns et aux autres des pommes de terre, des haricots, des salades, des radis, de la farine tant qu'on voulait. Il n'y avait qu'à demander, et parfois même c'était le donneur qui disait « Vous ne voulez pas de n'importe quoi,
tout, je ne mens pas. Demandez autour de vous, jeunes gens. Les arbres fruitiers, les pêchers, les abricotiers, les amandiers, les figuiers, les noyers, les pommiers étaient au plein des champs ouverts. Se servait qui voulait. J'ai mangé dans ma jeunesse 1000 fois plus de fruits et de meilleurs fruits que n'en mangent maintenant mes filles. J'étais le petit garçon d'un ouvrier cordonnier et d'une blanchisseuse, et j'ai, moi maintenant tout en étant pauvre, 1000 fois plus d'argent que mon père n'en avait. Et le plus beau est que tout le monde se servait avec discrétion. Ce serait un miracle si la chose arrivait de nos jours, tant tout le monde aurait de hâte à profiter de l'aubaine. À cette époque, non. La discrétion n'était même pas une qualité morale, c'était une qualité physique. Tout le monde avait assez de tout. Il n'y avait aucun intérêt à en prendre trop. Voilà ce que j'appelle donner. Oui, c'est bien cet extraordinaire qui s'est brusquement présenté devant vous, jeunes gens, quand j'ai dit le mot. C'est tout à fait ça. Vous voyez que l'abondance n'est pas un problème technique, que c'est exactement le contraire. Tout est une affaire de vrai et d'artificiel. L'abondance que vous recherchez, l'aisance que vous promettent vos mystiques politiques sont des aisances et des abondances artificielles. Celle que vous avez perdue était bonnement et simplement de vraies aisances et une vraie abondance matérielle. Et ceux qui donnaient n'étaient pas des héros spirituels, des saints François d'Assise, des saints Martin, des héros de morale, des héros sociaux, non. C'étaient des héros physiques. Ils étaient poussés à l'héroïque nécessité de donner ce qui leur appartenait, tout simplement parce que leur propre corps était contenté. La morale s'épuise dans ces sophismes pour démontrer que l'héroïsme est joyeux. Je vous crois que l'héroïsme est joyeux. Voilà la joie de l'héroïsme. Le véritable héroïsme ne coûte jamais rien. Il n'y faut pas traîner sa carcasse de force. Il est naturel, comme il est naturel et joyeux de se jeter à l'eau pour tirer l'autre qui se noie, ou pour se battre à poings nus avec le chien enragé qui traverse une sortie d'école maternelle. C'est si vous ne le faisiez pas que tout votre corps vous le reprocherait, et que ce reproche serait une souffrance terrible. Mais dites-vous, si on avait trop de biens, si on donnait, alors on ne vendait pas. Précisément, jeunes gens, et c'est bien ce que je voulais vous faire dire, on ne vendait pas. Toute la question est là. Mais l'argent. L'argent. Le moment s'approche où nous allons aborder de face cette question de l'argent, de la monnaie, de la conception moderne de la richesse, de ce nouvel artifice, où nous allons parler grandement de paix et de guerre, où nous allons goûter le bon goût de cette pauvreté qui vous paraît si terrible. Mais pour que tout soit bien aligné, il faut continuer à situer le paysan dans la société moderne. Et il nous faut juste un peu changer de mot, presque sans changer de sens pour, à la fois, revenir à notre situation paysanne et faire voir la différence entre l'argent vif et l'argent mort, entre la vérité et l'artifice. Sans propriété, le paysan n'a aucune qualité paysanne. Il ne peut pas vivre sans propriété. C'est son premier outil. Je répète qu'il ne travaille pas pour un salaire. Il travaille pour vivre directement de ce travail, sans intermédiaire, c'est-à-dire sans passer par le stade monnaie. Il fait des pommes de terre. Il attend le temps qu'il faut. Il arrache ses pommes de terre. Il les nettoie. Il les coupe en morceaux. Il les met dans la poêle où est en train de frire l'huile de ses oliviers ou de ses noix, et il mange ses pommes de terre. Son travail va directement de la terre à sa bouche. C'est pourquoi il est normalement attaché à la terre comme à une partie de son corps. C'est sa propriété. Elle est à lui. Dès qu'on change quelque chose dans cette liaison directe terre-corps, on détruit le paysan. Si entre la terre et le corps on place l'argent, le paysan devient capitaliste. Si entre la terre et le corps on place la propriété d'un autre, ou la propriété de l'État, la propriété collective si vous voulez, le paysan perd ses qualités paysannes et il devient un ouvrier. De toute façon, le paysan est détruit. Que le paysan soit un plus grand homme que l'ouvrier ne fait aucun doute. Et cela provient uniquement de ce que le paysan est par rapport au monde placé dans une position naturelle, et l'ouvrier dans une position artificielle, ou plus encore, antinaturelle. Que le paysan soit un plus grand homme qu'un capitaliste ne se discute pas. Le capitaliste n'est pas un homme,
Il n'exprime pas le monde, et son ambition est précisément, au contraire de la définition même de l'homme, de ne pas l'exprimer.